L'OPCO Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeux des transitions de l'habitat. Je suis architecte à Bordeaux, j'ai une agence aussi à Paris et à Toulouse. Je travaille essentiellement par la force des choses et par la force de la première référence sur des marchés publics à 80%. Et les 20% restants, je travaille sur des logements et du tertiaire, mais le logement choisi tant que possible. D'accord. C'est un luxe que je peux me permettre parce que je travaille dans les équipements publics à côté qui font que je ne suis pas mono-orientée et l'obligée de tel ou tel promoteur. Je dis ça exprès parce que je pense que c'est un peu un problème qui fait qu'on est dans la situation actuelle. La notion de l'indépendance de l'architecte et de manière générale de la maîtrise d'œuvre, c'est la clé de la question, aussi une des clés, on va dire, de la construction du logement désirable. Et à partir du moment où vous ne faites pas du one-shot et que vous avez besoin d'avoir votre maître d'ouvrage une deuxième fois, vous n'avez pas cette liberté-là. Bon. Je ferme la parenthèse, on en parlera peut-être par la suite. Dans mon parcours à moi, c'est que je suis associée donc avec Joe et Véron. On a une agence de 25 personnes, que c'est un travail d'équipe évidemment et qu'on ne fait rien seul. Et concevoir pour un architecte tout seul les choses et se penser vraiment le chef d'orchestre au sens de la conception des choses, c'est pas comme ça que je travaille le sujet. Quand vous dites ne pas être seul, est-ce que c'est aussi s'ouvrir à d'autres compétences que, on va dire, la formation architecte pure? Mais bien sûr, c'est un peu de vraiment avoir conscience que c'est un travail d'équipe, dans un premier temps de maîtrise d'œuvre, et qu'il faut qu'on travaille main dans la main avec les ingénieurs, avec les ergonomes, avec les acousticiens, et que chacun peut, avec son savoir-faire, peut améliorer le projet et faire projet, quoi, ensemble. Donc ça, c'est vraiment ma conviction. Et bon, il y en a qui disent que c'est très féminin, mais il se trouve que nous, on est un garçon et une fille, on travaille en équipe, donc tout va bien. Et c'est un peu dans cet esprit-là aussi qu'à un moment de ma vie, je trouvais beaucoup à redire parce que je trouvais ça dommageable que les architectes soient au bout de chaîne et qu'on subissait les résultats des réflexions qui étaient menées sans nous en aval ou avec des architectes qui n'étaient peut-être pas forcément bien formés aussi, c'est l'autre problème. J'avais beaucoup à redire et un président de l'ordre d'Aquitaine à l'époque m'a dit mais viens, essaye de faire des choses avec nous. Et effectivement, je n'avais pas cette notion qu'à l'ordre des architectes, on pouvait un peu changer les choses, essayer en tout cas. Et l'ordre des architectes, donc sa fonction est de veiller à la déontologie, à l'assurance et à la formation des architectes. Tout ça pour protéger le public. Ce n'est pas un syndicat, quoi. Ça, c'est très important de faire cette distinction. Et donc, c'est œuvrer pour l'intérêt public. Pour moi, l'ordre régional était intéressant. Ça m'a permis d'apprendre un peu les choses, mais je voyais bien qu'à chaque fois que je voulais agir sur quelque chose, on me disait « mais non, ça, c'est au national que ça se passe ». C'est comme ça que j'ai fini mes 6 ans, 7 ans même, parce qu'il y a eu la réforme des régions. Et je suis partie m'occuper de mon agence. Et un jour, on est venu me chercher en me disant « on a envie de faire changer l'ordre » et l'ouvrir un peu plus vers les autres métiers, l'ouvrir un peu plus vers l'architecture. C'est Christine Lecomte qui portait énormément ça et elle m'a motivée à la rejoindre dans l'équipe. Et depuis le mois de juin, on a embrayé dans ce sens-là.
Ça a été très bien reçu comme ça a été compris comme ça. On a fait campagne dans ce sens. Et effectivement, on a une présidente qui a beaucoup d'aura et elle a pu exprimer notre point de vue dans la presse. Et depuis, on est noyé parce que tout le monde nous dit chiche et tout le monde veut qu'on discute ensemble et qu'on réfléchisse ensemble. On est ravis. Mais c'est vrai que cet engouement est un peu aussi fait que, comme vous avez pu le voir, on est un peu compliqué à joindre et à travailler. Il se trouve qu'on se voit, c'est pas plus mal qu'on ait repoussé cette interview parce que hier, on a sorti ça. C'est un plaidoyer qu'a sorti l'Ordre des architectes. D'accord. Qui est un résumé de nos préconisations, de notre façon de voir la société aujourd'hui et de la manière dont on pense qu'il faut faire l'architecture aujourd'hui avec les enjeux actuels. Je pense que ça sera intéressant que vous en ayez un exemplaire. Alors, c'est le plaidoyer de l'Ordre des architectes. Ça s'appelle l'architecture comme solution, avec un sous-titre, enfin, je ne sais pas quel est le titre, quel est le sous-titre, mais Habitat, ville et territoire. D'accord. L'architecture comme solution. Alors, c'est construit, c'est intéressant parce que c'est construit de la façon suivante. D'abord, on dit pourquoi un plaidoyer. Après, on dit face à l'urgence, on donne les chiffres de pourquoi c'est urgent d'agir et de changer de paradigme et de façon de construire. Donc, vous ne me heurtez pas du tout quand vous dites il faut construire plus durable. Je ne suis que d'accord avec vous et je partage votre constat. On reviendra sur le pourquoi on en arrive là. Ouais. Et juste, je fais un intermède parce que hier soir, Oui. donc sur mon agence à Montpellier, en même temps, j'avais un confrère de Bordeaux qui était là. Et donc, on en a profité pour dîner ensemble, puisque c'est en plus le président du syndicat des ergonomes. Et donc, il me racontait, parce qu'on se raconte toujours nos anecdotes, qu'il avait été dernièrement sur un projet d'établissement secondaire ou lycée, ou collège ou lycée, enfin, je ne sais plus, un des deux. Oui. Et lui, bon, il est très, très, très engagé dans l'humanitaire. Ils animent sur l'île de la Réunion et Mayotte donc des choses pour l'habitat insalubre, les enfants défavorisés. C'est qui? Et c'est Léonard Curel. Son cabinet s'appelle Ergonomie et Conception. D'accord. Et donc, il revenait avec cette anecdote où, quand ils étaient donc en phase de concours avec l'équipe d'architectes et les bureaux d'études, il y avait un enjeu dans le programme qui était donc de réduire, bien sûr, les consommations d'eau avec une maîtrise des énergies. Ouais. Et donc, lui, il met le pavé sur la table comme ça en disant, mais pourquoi finalement économiser l'eau? L'endroit où on consomme le plus d'eau finalement dans un lycée-collège, c'est quand même les toilettes. Pourquoi ne pas chercher à faire des toilettes sèches? Et alors, c'était assez intéressant de ce qu'il nous racontait parce que d'abord, tout le monde lui arrive au nez. Il ne se dégonflait pas parce que c'est un garçon qui a une belle personnalité. Et donc, c'est revenu après plusieurs heures de discussion sur le projet, machin, tout ça. Et enfin, il y a eu une intention d'y réfléchir. Donc, vous voyez, c'est toutes ces pistes-là, parce que quand on voit aujourd'hui qu'à travers le plan de relance, on a un boom autour de la rénovation énergétique, et moi, ce que je regrette, parce que je suis souvent associé avec les équipes de maîtrise d'œuvre, et même si c'est des architectes que je connais depuis longtemps, et eux, ils y sont pour rien, parce que dans le programme de la rénovation énergétique, on demande un ergonome, mais ils ne savent pas pourquoi. Non, c'est ça. Et moi, j'arrive, je dis, mais vous n'avez pas réfléchi aux usages, donc comment les gens vont travailler, comment ils vont s'organiser, et vous demandez déjà à maîtriser les consommations, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc, pour moi, la réflexion, elle est là. Non, mais tout à fait. C'est comme les écologues. De plus en plus, on nous demande des écologues et ils se rachètent une bonne conscience comme quoi, oui, les nids des hirondelles, on va les déplacer gentiment. C'est pas ça la question. Et effectivement, tout ça, ça vient du fait qu'on arrive tous, en fait, pas que l'architecte, on arrive tous à la fin, le bout du truc et qu'il faut qu'on soit beaucoup plus présent en amont du sujet. Et bon, moi, personnellement, une façon d'être en amont du sujet, pour moi, ça a été d'aller à l'ordre national, mais aussi d'être architecte conseil de l'État. Et pour pouvoir, je suis architecte conseil de l'État auprès de la DRAC Hauts-de-France,
mais ce sont des astuces que j'ai trouvées individuellement pour pouvoir agir. Et ça ne suffit pas. Nous, pour parler que des architectes, on est quand même un maillage de 30 000 architectes à l'échelle de la France. Il y a 36 000 ou 35 000 communes en France. Et on pourrait presque revenir à un schéma du maire et de l'architecte pour pouvoir faire correctement notre travail de conseil, qui est un travail qui est moins bien connu et moins bien connu même par les architectes et intégré dans leur formation correctement en tant que conseil. Quand on est conseil, on a aussi une formation qui est beaucoup plus globale, on a une formation qui est beaucoup plus transversale. Et il se trouve que dans les écoles d'architecture, malheureusement, soit on va vers la branche architecture, soit vers la branche urbanisme. Et ça, c'est pas normal parce que nous, aujourd'hui, notre but, c'est désormais, pour rester dans le thème du logement, c'est effectivement de passer d'une politique de logement à la politique de l'habitat. C'est-à-dire que ce logement est situé et il faut le réfléchir, il faut le réfléchir dans un territoire. Je ne vais pas vous décliner tout le sujet parce qu'il faut que je revienne à votre question. On passe de la réflexion du logement à la notion d'habitat, voilà, avec tous les enjeux. Comment effectivement on arrive à s'affranchir de la norme, de la règle. Moi, en tant qu'ergonome, entre guillemets, je vais dire qu'elle ne me gêne pas parce que je ne suis pas un concepteur. Moi, je suis quelqu'un qui fait des recommandations, des préconisations et je suis dans les mains de l'architecte ou dans les mains de l'ingénieur parce que je ne maîtrise pas ça. Donc, je ne peux pas le dire. Par contre, j'entends bien quand Emmanuel et d'autres confrères ou je me rappelle M. Carèche, donc du Conseil supérieur de la construction, il m'a dit écoutez, trouvez-moi une solution pour arrêter de nous emmerder avec les salles de bain italiennes. Alors ça tombait mal parce que moi, j'en ai fait 4 dans la maison et j'en suis très content. C'est super agréable. Donc, voilà. Non, mais c'est là où il faut faire attention à cette affaire que les normes ne deviennent pas des boucs émissaires de nos manquements, franchement. Il faut quand même qu'on réfléchisse de manière beaucoup plus globale les choses. C'est pas, il ne faut pas oublier que l'intention avec les normes, c'est quand même d'améliorer la situation. C'est peut-être maladroit, c'est peut-être canalisé, c'est peut-être en silo, mais si on veut à chaque fois repartir de zéro et tout refaire, pendant ce temps, les constructions se font et les gens sont mal logés. Voilà. Donc déjà, il faut apprendre de concevoir avec les contraintes qu'on a. C'est important. Mais à un moment, il se trouve que nous, on arrive à un moment d'alignement des planètes, mais les planètes mal aimées et les planètes qui sont à l'étroit et qui font que alignement des planètes dans le sens où les politiques, par la force des choses, ont une prise de conscience. Ils se sont payés la crise des gilets jaunes et leurs revendications surtout. Le Covid leur a révélé les manquements du quotidien, a révélé même aux Français le manquement de leur quotidien parce qu'ils ont passé plus de temps dans leur habitat. Et ils se sont rendus compte que c'était aberrant ce qu'ils avaient sous la main. Et puis, la crise, l'urgence climatique fait qu'ils sont obligés maintenant de se mettre autour de la table. Parce que moi, je ne dis pas que les architectes savaient tout sur tout dès le début, mais ça fait des années qu'on parle de l'étalement urbain, des problématiques de construction, des matériaux de construction cheap qui ne sont pas du tout isolants, qui ne sont pas pérennes dans le temps. Tout ça, ça a été décrié depuis très longtemps par les ingénieurs, les architectes, tout le monde, tous les gens qui étaient au courant. Mais que de l'autre côté du revolver, on n'avait pas un maître d'ouvrage engagé, on n'avait pas les politiques qui souhaitaient prendre ça à bras-le-corps. Le logement est devenu très clairement un produit financier. C'est devenu une équation de placement pour les Français, des investisseurs qui achètent sur plan et qui ne voient jamais le logement en question, qu'au bout de 10 ans le revendent ou 15 ans dans le cas des Malraux. Et moi, j'en ai acheté un pour mes parents, un sorti de Malraux. Le gars qui me le vendait, il ne savait même pas à quoi ressemblait son appartement. C'est affligeant. Et effectivement, on s'est rendu compte
et on a dû arrêter l'achat, que le sol était en pente, que les placards n'étaient pas dimensionnés pour mettre des cintres, c'était plus court que les cintres, enfin, des aberrations incroyables qui font que personne n'est concerné, même pas l'architecte en fait, finalement. Les maîtres d'ouvrage et les politiques souffrent du manque aussi, on va dire, de clarté intellectuelle et d'objectivation de la situation. Bon. Il n'empêche que ces gens-là, ils sont quand même accompagnés. On a des directions des services techniques où normalement on a quand même des gens compétents qui ont fait le choix de ne pas aller sur l'entrepreneuriat comme vous et moi, mais ils ont quand même été formés et ils n'ont pas la lucidité de conseil. Donc cette notion de conseil que vous mettez en avant, nous on a la même parce que par exemple en tant qu'ergonome, très souvent, enfin encore aujourd'hui, hein, alors que l'ergonomie fête c'est quasiment 300 ans, il y a des gens qui pensent qu'on est là pour aménager la chaise et le bureau. Ils n'imaginent pas qu'on puisse avoir une réflexion au titre de conseil. Moi, j'ai la chance, effectivement, c'est que les portes se sont ouvertes parce que j'ai, on va dire, à peu près eu le contact qu'il fallait. Et aujourd'hui, même si je ne suis pas programmiste, on vient me chercher pour faire des programmes. Parce que, C'est indispensable. voilà, parce que j'apporte ce regard de fonctionnalité. Ben oui. Lors de notre congrès, donc le 6 et 7 avril à Paris, donc autour des transitions. Et moi, j'anime effectivement la table ronde, enfin, je l'ai montée, il y aura un journaliste pour l'animer, autour des transitions par rapport à la gouvernance. Et effectivement, on insiste sur cette approche participative où on fait raconter le récit de l'habitant, mais un récit objectivé. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, je. Pour en revenir au récit de l'habitant et de l'habitat, dans son contexte, dans son site, bon, déjà, il y a deux choses. Très important, deux notions. D'abord, l'architecture, c'est l'art de la commande. Pour moi, c'est une bonne commande, et c'est ce qu'on est en train de dire hein, à travers les programmistes et l'amont du sujet. C'est une commande éclairée qui fait que l'architecte peut mettre tout son savoir-faire au service d'un projet. Sinon, il mettra un savoir-faire partiel parce qu'il n'aura pas pu faire entièrement comme il faudrait. Donc, effectivement, c'est dans ce genre de situation aussi qu'on a l'impression que les normes ou les règles nous contraignent. Mais en fait, on peut aussi les contourner, les interpréter, etc. Cette notion d'interprétation est très importante. Pas plus tard que ce matin encore, l'article dans Le Monde sur l'habitat individuel que les gens adorent, qui veulent habiter dans le pavillon. Et donc, de savoir que, effectivement, les concepteurs, ça fait partie de leur savoir-faire que d'être des passeurs d'idées et des interprètes. Notre travail, c'est d'interpréter le récit de l'habitant, interpréter sa demande. Et quelque part, c'est ça aussi la programmation. Et quand les Français disent qu'ils veulent de la maison individuelle, ils disent pas je veux le pavillon rectangulaire avec son toit. Ils disent quoi? Ils disent j'ai un budget qui est restreint. Avec ce budget restreint, j'aimerais avoir de l'extérieur, j'aimerais avoir du volume, de la lumière, de la liberté, ne pas avoir du bruit, de la surface et avoir le sentiment d'être libre. Voilà. Et en sécurité. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut mettre sur le papier et après regarder dans un autre endroit comment répondre à la même demande pour pouvoir rester soutenable, faire une construction soutenable. L'équation à laquelle doit répondre l'architecte aujourd'hui, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est de faire un logement désirable, abordable et soutenable. Et soutenable dans le sens du climat et des problématiques écologiques que nous devons, maintenant on est au pied du mur, on doit les résoudre. Et j'aime beaucoup le dire et redire. Déjà en 1931, Paul Valéry nous avait dit « Le temps du monde fini commence ». On avait utilisé l'entièreté des terres, les nations les avaient
c'était approprier ces terres. Et à partir de ce moment-là, il fallait qu'on réfléchisse à comment les utiliser. On les a consommés comme des enfants gâtés. Et aujourd'hui, c'est fini. Et c'est fini. Et un jeune ménage avec un budget limité ne peut plus vivre en centre-ville. Et c'est pas vrai que c'est un choix absolu que d'aller vivre à 2 heures de son lieu de travail. Ça, c'est un dysfonctionnement de la société qui fait qu'il n'aura qu'une partie de ses désirs satisfaite et l'autre partie qui est de ne pas faire 2 heures de route en voiture avec l'énergie qui est très chère, aller faire 2 heures l'aller, 2 heures le retour pour aller faire le ménage à Paris et en gagnant un SMIC qui va à peine payer tout ça, en payant les nounous, les machins. Enfin, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Je suis en train de sortir de l'intérieur, on y reviendra, à l'intérieur et la désirabilité de l'intérieur du logement, mais vous l'avez compris, c'est exprès pour dire que la notion des aménités proches des logements, c'est une vraie question. Le travail proche des logements, c'est une vraie question et ça va dans le sens de l'adaptabilité à l'échelle de la vie aussi que vous abordiez au départ. Parce que les personnes âgées qui vivent dans un pavillon, passoire thermique, en périurbain aujourd'hui, en vieillissant, en devenant dépendant, qui ne peut pas prendre sa voiture parce qu'il est trop âgé ou qu'il a des problèmes, etc. Comment il fait? Il faut qu'il aille à la maison de retraite. C'est ça, il finit à l'EHPAD. Voilà, et l'EHPAD, avec tout ce qu'on vient d'entendre, c'est ça. On découvre pas d'ailleurs. On a fait à 4 km l'EHPAD, il est loin d'un circuit de car. C'est pas possible. C'est tout à fait. Mais donc, nous, de toute manière, on ne s'était pas restreint au regard sur le logement versus habitat, effectivement, puisque pour nous, c'est vraiment un problème de reconception de la ville, d'aménagement, ça c'est clair. Si ce n'est, alors, je ne cherche pas à vous provoquer, mais c'est pour qu'on sorte des phrases clés par rapport à ça, puisque tout à l'heure, vous avez dit, donc effectivement, le logement, donc pas l'habitat, mais le logement, c'est quand même un produit, et c'est un produit financier, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Pendant longtemps, il a été associé avec quelque chose que je transmets. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, puisqu'on a des mobilités. C'est-à-dire, moi, je suis ici, mes enfants, ils sont en Bretagne ou ils sont à Arras. Voilà, et donc, si le jour où je cadre la maison d'ici, ils n'en ont rien à faire, ils vont la vendre. Voilà, donc, c'est plein de choses comme ça. Donc, pour moi aussi, c'est l'évolution du logement. Si on le considère comme un bien, c'est comment je le performe tout au long de son cycle de vie à lui, pas seulement moi. Et ça, c'est important. Comment, après tout ça, je vais le confronter avec ceux, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, ceux qui ont l'initiative, qui décident de répondre aux besoins, la collectivité qui va faire du logement social parce qu'il en faut, le promoteur immobilier qui va faire du logement parce qu'il sait qu'il va pouvoir le vendre. Et pour moi, c'est des cultures qui ne vont pas ensemble. Ce que vous racontez, même si je trouve que les promoteurs immobiliers ont quand même bien évolué. Moi, je fais des conférences à la Fédération du bâtiment, donc aux promoteurs immobiliers. Ils commencent à se rendre compte que si leur produit doit être pérenne, il faut qu'ils réfléchissent un peu plus. En fait, ils ne répondent pas à un besoin. Ils répondent à une demande. C'est pas pareil. Et c'est ça la différence. Et effectivement, à partir du moment où ils se rendent compte que ça va se vendre moins bien, ils vont améliorer la chose pour eux. Je dis pas qu'ils sont tous cyniques, mais c'est que leur job n'est pas ça. Leur job, c'est de faire et vendre et partir. C'est pas du tout le même métier que le bailleur qui fait et il reste, il entretient pendant 40 ans. Et c'est pas que ça, l'entretien, parce qu'il faut pas faire focus comme les gens des collèges dont vous parliez tout à l'heure et qui font focus sur la maintenance, mais c'est aussi qu'il faut accompagner les gens qui vont vivre dedans. Et cette notion-là, ça serait bien que les promoteurs puissent l'avoir. Mais le produit financier, effectivement, il faut qu'on sorte de ce spirale, etc. Mais l'USH va vous dire, attendez, mais il y a 12 millions de mal logés en France. Il y a des gens qui attendent à la porte. Il faut qu'on construise vite. Ils disent pas, aujourd'hui, leur discours, c'est pas vite et bien. Ils disent d'abord vite, 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 vite. Et après, on discute.
Donc, nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on ne sort pas de la guerre quand même, et même si maintenant on va y être malheureusement, et donc on ne va pas refaire les erreurs du passé. Que, si on met autant de moyens là-dedans et qu'on a tous conscience qu'il va falloir construire mieux, alors faisons-le. Et effectivement, on n'est pas des gens irresponsables et on a conscience que l'abordabilité, c'est un des 3 points qui feront la réussite de la construction. Et c'est là où on se creuse tous la tête et c'est là où on commence à avoir des solutions du type bail réel solidaire, le fait de décorréler le sol du logement, qui sont des vraies solutions qui reviennent et qui sont très, très portées et demandées par les collectivités. Pourquoi? Parce que les collectivités se rendent compte qu'ils subventionnaient les logements sociaux, mais qui étaient capés à la spéculation pendant 6 ans ou 10 ans, mais après, ce terrain qu'ils avaient mis à disposition pour du logement social, ce bien repassait dans la main de la spéculation. Et ça sortait du social, alors que le besoin était grandissant et encore là. Et c'est ce genre de système de BRS, si on rentre dans le détail de ce système, on se rend compte que c'est un accompagnement sur 80 ans avec des règles très strictes que si vos ayants droit, par exemple, dépassent le seuil de revenus, ne pourra pas avoir ce logement-là, même si vous êtes propriétaire, parce qu'on veut que ça reste dans le social. Et alors, l'autre question qu'il faut percer en France, vraiment socialement, c'est qu'est-ce que le logement social? 70% des Français sont éligibles au logement social, 70%. Donc, le logement social, aujourd'hui, ce n'est pas là où on met les migrants, on parque les gens. C'est l'ensemble des habitants de la France, une grande partie, une majorité qui y a droit. C'est en ça aussi que ça n'a pas de sens de dire qu'il faut les caper à 30%. Pourquoi caper à 30% ou 25%? Mais c'est Valérie Pécresse qui veut le caper à 30% en Île-de-France. Mais pourquoi? Ça ne va pas répondre aux 40 autres pourcents qui en ont besoin. C'est insupportable, ça rend des catégories dans les gens, même la notion de mixité sociale est à remettre en cause. Qu'est-ce que la mixité sociale? S'il y a un logement social pour chacun, la mixité est là de fait. De fait, c'est la question des quotas qui enlève la mixité sociale. À travers les modes de vie, l'habitat peut être pensé différemment parce que l'espace, du coup, ne correspond plus aux besoins que l'on avait avant. Et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens ont besoin éventuellement de partager, de se rencontrer, un tas de choses. Et on reviendrait presque 60 ans en arrière, où on avait les séchoirs dans les habitats collectifs, on avait plein de choses. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on revient sur le produit financier, ces mètres carrés, ils ont un coût. Et dans le partage collectif, ce qu'il en ressort des entretiens que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, c'est compliqué à mettre sur la table. Disons que c'est la notion de partage. C'est-à-dire qu'on est en train de… Les architectes aujourd'hui, pour pouvoir répondre à toutes ces équations, mais avec les décideurs et les autres personnes autour de la table, on est tous en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, c'est-à-dire sortir de l'habitat ou du logement individuel dans le sens le logement isolé du collectif. Il y a le strict minimum à garder pour vivre bien, parce qu'on a besoin de pouvoir aussi s'isoler, on a besoin d'avoir un cocon. La notion de recoin, qui est une notion intéressante, on a besoin d'avoir des coins, même dans la maison, vous connaissez ça, c'est qu'il ne faut pas avoir des fenêtres partout pour pouvoir s'adosser à quelque chose. Ce sont des choses très importantes à prendre en compte. Donc, l'individu a besoin d'une vie sociale et d'une vie isolée pour se sentir bien à des moments qu'il choisit. Donc, tout ce qui est pour son épanouissement personnel à l'intérieur du logement, on va en parler.
Et après, c'est la notion de qu'est-ce qu'on peut mettre en commun. Effectivement, est-ce qu'on peut mettre en commun des chambres d'amis? Est-ce qu'on peut mettre en commun des bureaux en rez-de-chaussée parce que non, c'est pas vrai que tout le monde a envie de faire du télétravail dans son salon ou même dans son bureau, dans son appartement. Il veut sociabiliser au bureau. Il y a, lors d'un entretien l'autre jour, il y a quelqu'un qui expliquait que un travail de secrétaire est très, très mal rémunéré parfois. Et la seule raison pour laquelle les personnes aiment bien le prendre au lieu de rester chez soi, c'est aussi des fois pour pouvoir sociabiliser. Enfin, il y a beaucoup de métiers comme ça où l'individu a besoin de se rapprocher d'une communauté. C'est pour ça que même dans les centres-bourgs, aujourd'hui, le modèle des tiers-lieux, ça a du succès parce que ça vous sort de votre isolement dans votre coin. Après l'évolutivité de l'appartement, ça a été réfléchi à plusieurs niveaux. Ça a été réfléchi, on a fait quoi? On a fait des immeubles intergénérationnel, donc pour que les générations se mêlent. On a fait du co-living, qui sont des immeubles où effectivement les appartements, comme je disais, ont le strict minimum pour l'individu et tout ce qui est sociabilité, ça va loin. Même des fois, même le salon peut être un lobby comme un lobby d'hôtel partagé. Ça réussit plus ou moins. On y revient parce que quand même avoir une cuisine chez soi et un salon chez soi et sortir que quand on en a envie, c'est quand même un minimum et c'est des retours qu'on a de ces modèles-là. Et après, de quoi on entend parler aujourd'hui? Des sépartements. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les enfants qu'on arrête de trimballer de la maison du père à la maison de la mère, qui se sont séparés et qu'ils ont une chambre dans chacun, et que finalement, il y a des maîtres d'ouvrage, des promoteurs qui sont en train de faire avec des architectes. Le milieu, c'est la chambre des enfants et qui reste stable et il reste toujours dedans. Et des deux côtés, avec des portes, d'un côté vit le père, de l'autre côté vit la mère. Donc, ce sont des choses qui évoluent, des inventions qui sont au moins attentives à une évolution de la société. Je dis, il faudrait tester, voir si ça fonctionne. Et, voilà, ça c'est une des solutions. L'autre solution qu'on a fait, c'est que le logement puisse avoir 2 entrées. Ça, c'est super intéressant pour qu'au bout d'un moment, quand le couple avec 4 enfants ou 2 enfants, les enfants partent, ils deviennent étudiants, ou quand ils restent et ils deviennent étudiants et qu'ils ne veulent pas passer par l'entrée des parents, ils veulent avoir leur vie, que la deuxième partie de l'appartement puisse devenir indépendante, que quand les personnes deviennent âgées et qu'ils ont besoin de l'aide ou de compagnie, qu'ils puissent louer cette partie de l'appartement à un jeune étudiant pour avoir de la compagnie et le jeune étudiant puisse bénéficier d'un repas ou d'un moment de présence de ces personnes âgées, de l'entraide, quoi. Donc ça, c'est une évolutivité qui aujourd'hui ne coûte pas très cher et qui est en train de se mettre en place. Il y a les volumes capables, dans le sens aussi d'abordabilité. Quand on abordait le sujet du BRS, le bail réel solidaire, oui, décorréler le sol de l'appartement, oui, mais on peut même encore faire mieux pour que cet appartement soit abordable dans des zones tendues et chères, c'est que l'appartement ait un volume capable, mais que l'entièreté des planchers ne soit pas en place. C'est que au fur et à mesure que les enfants sont nés, qu'on a plus de moyens et qu'on a plus d'envie ou qu'on est bricoleur ou qu'on veut évoluer, on puisse rajouter sa mezzanine et sa chambre en plus. Et le prix qu'on a payé au départ, c'est un prix au mètre carré qui est moindre. Donc ça, ce sont des astuces et des choses sur l'évolution de l'habitat en tout cas. Son adaptabilité, ça vient aussi de la question sur la structure, du fait qu'on arrête de faire des murs de refend qui empêchent de casser les cloisons, qui ne coûtent pas si cher à faire, et changer la destination des pièces. Et avoir une vraie réflexion sur l'évolutivité des usages à l'intérieur d'une maison. Et ce n'est même pas un logement qui était dès le départ un logement. On est de plus en plus en train de parler de la transformation, de faire des parkings désormais qui ont la possibilité un jour de devenir des logements. Donc, ne pas faire des parkings à 2,10 mètres de haut et réfléchir dès le départ à cette évolution de la société où un jour, il y aura peut-être plus de voitures à cet endroit-là
et qu'on va le transformer, c'est de construire de manière responsable. Ça, réversibilité, là, on rentre dans les normes des bureaux en logement, effectivement, tout le monde se prend la tête aujourd'hui à savoir comment on peut, avec des problématiques de sécurité incendie, faire évoluer les bureaux vers des logements et enlever les verrous à ça. Alors, il y a déjà pas mal de vos confrères quand même qui ont fait des choses. Et puis Oui. aujourd'hui, la structure bois apporte aussi des choses. On s'aperçoit que derrière, on ne pense pas que le logement, on ne pense pas que l'habitat, il y a des projets citoyens. La maîtrise quand même de l'organisation spatiale urbaniste, elle appartient quand même à la politique. Comment on va arriver à les sensibiliser? Alors, je retiens un point fort, c'est que effectivement, comme nous on dit, la formation des ingénieurs doit évoluer en termes de conseils, parce que le gars il sache faire des abacs pour l'acoustique, ok, mais qu'il soit capable d'expliquer en rassurant que si on traite bien, ben on va avoir moins de maladies auditives à 40 ans, voilà. C'est ça, voilà. Donc ça c'est D'avoir un discours sociétal. Voilà, un discours sociétal et non pas un discours de technicien. Tout à fait. Oui, moi je dirais d'abord qu'il faut se former soi-même. C'est-à-dire que nous, tous, on a aujourd'hui, comme on est en train de changer de façon de faire, il y a des pionniers, comme vous dites, des pionniers qui ont fait et qui sont en train de continuer à faire et qui sont des exemples. C'est la preuve par l'exemple. Déjà, pour la communication, c'est super intéressant d'avoir ces exemples-là sous la main pour communiquer avec ces maîtres d'ouvrage-là. C'est une façon de les informer, peut-être plus que former. Les maîtres d'ouvrage, il faut les informer avec la preuve par l'exemple. Mais nous-mêmes, il faut dans nos écoles d'architecture, il faut qu'on soit formé un peu autrement. On en a parlé et c'est en train de se mettre en place. Une prise de conscience, les jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui. Nous, quand on sortait, notre but absolu, c'était de faire comme les anciens, aussi bien être dans l'excellence, machin. Aujourd'hui, ils sortent, ils vous disent non, mais moi, je veux faire autrement. Effectivement. Et le autrement, il l'explique très bien pourquoi de tous les sujets qu'on vient d'aborder. On a tous des structures de formation. Les ordres des architectes régionales ont des structures de formation où ils dispensent des formations vers les maîtres d'ouvrage qui le veulent bien. On est en étroite relation avec l'Association des maires de France, qui est pour moi une très bonne porte d'entrée dans ces matières-là. Hein. Ils sont très à l'écoute et très volontaires. Mais je continue à penser que c'est la mission de conseil qui est importante. Je continue à penser, si je ne pense qu'un autre métier à nous, que le couple, le maire et l'architecte, c'est un vrai sujet et que ça devrait être l'ingénieur et le maire aussi. Enfin voilà, qu'il y ait toujours quelqu'un d'expert avec eux parce que former quelqu'un à une expertise que quelqu'un d'autre a mis 5, 6, 7 ans à avoir, c'est impossible. Il faut les informer, il faut les sensibiliser. Je pense que ce travail-là, on est en train de tous le faire. Et pour beaucoup, ils ont été obligés de s'y coller aussi à cause des contestations et des manifestations des Français qui ont fait part de leur mécontentement. Et même une logique électoraliste les a bousculés de devoir y aller, quoi, de s'intéresser à ces alternatives-là. Beaucoup de maires aujourd'hui donc, sont intéressés par ces histoires de BRS dont je parlais, mais d'autres aussi, c'est très intéressant, sont réfléchis à la mise en commun des équipements publics. Les équipements publics qui ne sont pas utilisés à 100% pour le public parce que, par exemple, les écoles sont fermées pendant les vacances, les soirs. Donc, beaucoup de maires sont en train de réfléchir à ouvrir leurs cours de récréation, les mettre à disposition du quartier, les cours de récréation qui veulent de plus en plus verts et plantés pour que ça devienne le square de quartier. Ça, ce sont des vrais projets d'aménité finalement à apporter aux habitants et qui font que l'habitant a la sensation d'habiter une ville et son intérêt ne s'arrête pas à son palier, sa porte. Nous, aujourd'hui, effectivement, on commence à parler de réemploi. Et le réemploi est très difficile avec nos modes constructifs d'avant parce que ce tri-là de déchets, ça coûte extrêmement cher. Il faut qu'on le fasse, on est en train de le faire. Il y a des aménageurs comme la FAB à Bordeaux qui est en train qui a créé des hangars et tout ça où ils stockent tout ce qu'ils démolissent et ils les mettent même à la disposition de d'autres gens que ceux qui travaillent sur leur zone d'aménagement. Donc ça, ce sont des initiatives super importantes, mais dans les constructions futures,
Réfléchissons d'ores et déjà à ça, à cette réversibilité-là, dans le sens de démontage des bâtiments. Donc, réfléchissons à des bâtiments qui peuvent être démontables, modulables. Et ça, c'est important. On a parlé des politiques et de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Avec cette évolution dont on parle, ces crises qu'on est en train de parler, ils sont tous obligés aussi de changer le PLU, leur PLU et leur PLUI. Une révision de ceci est en train de se mettre en place. Il faut que nous autres, les maîtres d'œuvre, on soit là cette fois, parce que beaucoup de PLU ont été écrits sans les sachants de l'espace, de l'urbanisme. Certains sont faits dans, je sais pas moi, dans des chambres d'agriculture ou autres. Il faut qu'il y ait toujours un expert là pour aider l'évolution de ces PLU. Et j'en ai pour l'exemple celui de Bordeaux qui va partir là en révision, où ils ont pris acte du fait que construire avec des planchers bois, les planchers bois sont plus épais. Et donc, ça a posé un problème qu'on avait capé la hauteur de faîtage à temps, faisait qu'avec des planchers bois qui étaient plus épais, on pratiquement un étage sautait dans le bilan de rentabilité de la construction des logements et même dans le sens de la densification de la ville. Donc, ils ont pris acte de ça parce qu'ils étaient bien conseillés, bien accompagnés, et ils ont décidé de sortir l'épaisseur du plancher du calcul de la hauteur du faîtage. Ça, ce sont des mesures qui facilitent les choses et qui vont dans le sens des contraintes de règles et de normes dont vous parliez, comme quoi on peut les faire évoluer intelligemment si on met le doigt sur les problèmes réellement. Je dirais la conduite de la décision politique d'un PLU, d'un PLUI, elle reste quand même dans les mains du politique. Et comment, du coup, je peux associer des experts et des citoyens tout en objectivant. Enfin, pour moi, la difficulté, c'est comment je rends tout ça objectif. Mais le problème, c'est que vous partez du postulat de la gadgetisation de la démarche participative, alors que c'est peut-être effectivement certains partent dans des travers un peu, ça c'est des méthodes qui sortent de Sciences Po qui sont intéressantes, hein, mais qui ont petit à petit se sont emballées, c'est devenu du marketing, vous avez bien raison, mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même des outils intéressants et que moi, je pense que rien de tel que la consultation des usagers pour donner un but à un travail. Quand nous, on fait une maison individuelle ou un appartement pour un couple, il n'y a pas eu de programmiste avant. Non. Bon, vous le faites on arrive, on fait le travail de programmiste. Donc, comment on fait le travail de programmiste? On le fait parler les gens. Et on fait parler les gens. On ne leur dit pas combien de chambres je vous sers, ma petite dame. On lui demande comment vous vivez. Le matin, vous vous levez, vous faites quoi, etc. Moi, à l'époque où le Figaro était plus grand en format, j'avais un monsieur qui m'avait demandé d'avoir des toilettes larges parce qu'il voulait ouvrir son Figaro pendant qu'il était dans les toilettes. Je veux dire, on rentre dans l'intimité des gens, c'est incroyable. Et ça, ce niveau de proximité, d'écoute, peu importe la méthode, il faut qu'on la retrouve à l'échelle de la ville. Et ça ne peut passer que par la concertation. Et la concertation n'est pas un travail gratuit, au passage, je le dis, c'est un vrai job. Et il faut que les politiques se donnent les moyens d'embaucher des gens pour les faire et pas vous dire, allez faire ça dans votre temps libre, vous nous rapportez des récits des habitants. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc, non, moi, je pense que ça passe par là. Et même ici à Bordeaux, il y a une résidence qui a été faite pour des bailleurs sociaux. Moi, j'étais sceptique au début, hein, j'y croyais pas. Je disais, mais comment on peut faire des appartements pour des locataires qui vont pas rester peut-être là, à qui on demande leur avis? J'étais étonnée. Enfin, je disais, mais c'est pas possible, on va pas demander l'avis à tout le monde. Eh bien, si. Figurez-vous que c'est très réussi parce que finalement, les locataires dans le logement social, leur aspiration, d'abord, c'est souvent très commun. C'est que finalement, ils restent assez longtemps là-dedans et le laps du temps où ils sont là, si on leur a demandé leur avis, qu'ils ont réussi à vous demander qu'est-ce que je veux comme espace en plus, ça enrichit le projet.
Et une fois que c'est construit, comme vous avez été là, ils sont satisfaits et vous avez moins aussi de retour d'insatisfaction de la part des gens parce qu'ils prennent pour eux aussi des quelques erreurs qu'on a pu commettre. C'est ça aussi. C'est que cette concertation, elle prend du temps. Oui, Et faut le valoriser. et voilà, il faut que ça soit valorisé. Ça veut dire que derrière, ça doit rentrer aussi dans les honoraires conséquents qui permettent, quand on voit des programmes qui sont faits en 3 ou 5 semaines, on ne peut pas imaginer qu'il y ait la maturation. Non. Voilà, ça touche à des fondamentaux qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, la lecture d'une offre mieux-disante, sans parler d'argent, d'une offre mieux-disante, elle doit correspondre à un équilibre entre des ressources, une méthodologie, du temps passé. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Et y compris vous, et ce n'est pas une critique, mais c'est un constat, la manière dont vous travaillez, par exemple, vous travaillez au pourcentage d'un montant de travaux, dont on sait que entre le moment où on va signer le contrat de la maîtrise d'œuvre et le résultat final après, le montant des travaux, il va pouvoir bouger. Alors du coup, les pourcentages font qu'on gagne plus d'argent. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, je reconnais que c'est compliqué à Non, mais décrire. on ne demande qu'à changer ça. Le problème, c'est que les maîtres d'ouvrage, ils utilisent des référentiels de l'AMIC, les référentiels de l'AMIC qui sont au pourcentage. C'est ça. Donc, à un moment, ils nous ressortent ça. Et nous, très souvent, on traduit notre temps passé en pourcentage Oui, pour pouvoir parler cette bien langue-là. sûr. Vous aussi, vous faites ça quand Oui, vous oui. pensez bien. C'est ce que vos confrères font. Mais voilà, mais cette grille de lecture au pourcentage, quand moi je suis en jury de concours, Ouais. c'est ce qui est regardé. On ne regarde pas ce qu'il y a derrière, parce que Ouais. le DPGF, il n'est pas détaillé. C'est ça. Donc, on ne voit pas le temps passé, on ne voit pas les ressources, on ne voit pas sur une phase concours, quand on va mettre 7 semaines pour faire un concours, et quand on voit, je dirais, l'intérêt du partage collectif pour faire de la créativité, c'est court, c'est compliqué. C'est clair. Moi, j'avais, avant qu'on se quitte, une chose importante à vous dire, parce qu'on a parlé de la formation. Bon, on n'a pas parlé de l'assurance, évidemment, il faut qu'on soit assuré. Nous, les architectes, comme on est trop bien assurés, très souvent, on vient nous chercher pour utiliser notre assurance. Ça, je ferme la parenthèse, c'est un autre sujet. Mais troisièmement, j'avais parlé de l'indépendance de l'architecte. C'est une notion qui n'est pas suffisamment bien connue. On ne sait pas qu'on a une déontologie à laquelle on est tenu, nous avons prêté serment à cette déontologie, qui fait que, par exemple, on ne peut pas être lié à une entreprise. Et ça, c'est une garantie extraordinaire pour les clients et les usagers qu'on a en face. Ce n'est pas assez bien connu. J'ai des élus qui tombent de leur chaise quand je leur dis ça, ils ne sont pas au courant. Voilà. Et ça, c'est mis à mal et moi, je ne sais même pas comment légalement ça passe à travers les conceptions-réalisations. Comment voulez-vous qu'un architecte qui a prêté serment d'être indépendant d'une entreprise, que le pouvoir public lui demande de se marier d'emblée avec une entreprise qui va forcément, même si elle est vertueuse, l'entreprise va vouloir chercher des économies et qui, en fonction de l'aura de l'architecte et de l'ingénieur ou son pouvoir d'appui politique, va plus ou moins accepter de ne pas réduire au néant la qualité intrinsèque du bâtiment pour des économies par-ci, par-là. Ça, pour moi, c'est un véritable problème. Je comprends bien qu'on me dit, mais tu arrives trop tard, ça a été accepté. Enfin, ici, à Bordeaux, Gironde, 100% presque des collèges sont construits en conception-réalisation. Mais c'est catastrophique. Parce que le problème, c'est conception-réalisation, mais aussi le fait qu'ils sont au milieu de nulle part. C'est des terrains agricoles. Du jour au lendemain, c'est devenu constructible. On ne sait trop comment. Parce que le département veut bien faire un collège là et que le maire, il est tout content parce qu'il va pouvoir donner un service de plus à ses concitoyens et potentiels électeurs. Et donc, il y a ce problème-là d'utilisation des terres arables pour faire des collèges et des lycées et aussi les conceptions-réalisations pour ça et pour le logement. Ça justifie aujourd'hui que, allez, on fait des conceptions-réalisations vite, vite, vite. Et ça va être encore pire que ça avec la rénovation parce que
effectivement, moi, je constate que les organismes HLM sont en train de se rapprocher directement avec la FFP en se disant que, bon, ben voilà, quoi, on va isoler, changer la fenêtre, on va passer à autre chose. Alors que c'est l'occasion, ces rénovations-là, c'est l'occasion d'avoir un diagnostic global sur un bâtiment et de pouvoir apporter du confort à cette occasion-là et ne pas engendrer des pathologies autres. Et non, quand vous changez, très souvent, c'est le seul moyen de ventiler dans un logement mal pensé, c'est sa fenêtre qui est passoire thermique. Dès que vous la rendez isolée, vous avez l'humidité qui est envahie partout parce qu'il n'y a plus l'air qui passe. Donc, il y a une réflexion globale qui ne se fait pas. Encore merci. C'était un réel plaisir, cet échange. J'espère que ça vous a plu aussi. Oui, merci.